Bonjour à tous mes élèves de seconde. Donc dans cette activité, on va corriger l'activité documentaire que vous aviez à faire sur la chute libre verticale, que vous aviez à faire il y a quelques temps. Bon, il y a eu les conseils de classe entre-temps, ça a un petit peu chamboulé le programme des corrections, mais voilà, on y est. Donc on y va. L'objectif de cette activité, c'était d'appliquer le principe d'inertie dans le cas de la chute libre verticale, principe d'inertie qu'on a déjà vu dans le cas du curling, vous vous rappelez, c'était l'activité précédente. Ce principe, il nous dit que s'il n'y a pas de force qui s'exerce sur un objet, alors cet objet, il a juste deux possibilités de mouvement, soit il est immobile, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Ça, c'est les deux possibilités qu'un objet peut avoir dans son mouvement. Si il n'y a pas de force qui s'exerce sur lui, ou bien si toutes les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est à peu près la même chose. Okay, donc document 1, une théorie du mouvement. Galilée a réalisé de nombreuses expériences sur la chute des corps. La légende voudrait qu'il ait lâché des objets depuis la tour de Pise, donc c'est ça la tour de Pise, c'est une tour en Italie qui est un peu penchée. Ces travaux sur les mouvements de chute ont conduit au principe d'inertie encore utilisé aujourd'hui. La variation du vecteur vitesse d'un système en chute libre verticale est-elle en accord avec la contraposée du principe d'inertie? Donc la contraposée du principe d'inertie, on va voir ce que c'est dans le document 4, dans le document 3. En fait, c'est une manière d'utiliser le principe d'inertie, si vous voulez. Okay, document 2, Galilée et la vitesse de la chute des corps. Vers 1630, dans un ouvrage intitulé Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles, Galilée écrit au sujet de la chute des corps dans le vide: en des temps égaux, quelconques, se produisent des additions égales de vitesse. Alors ça, vous voyez cette phrase qui est compliquée, qu'on ne comprend pas très bien, c'est typiquement la manière dont on faisait des sciences lors de la Renaissance. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore inventé tout ce formalisme mathématique, on avait du mal encore à représenter des formules, et donc du coup les scientifiques avaient tendance à tout exprimer avec des mots, et on voit bien que dans ce cas-là, lorsqu'on exprime ce principe avec des mots en langue française, eh ben, c'est pas très clair. Ici, ça vous montre bien que utiliser du coup le langage des mathématiques, donc des formules, ça permet à la fois de faire des calculs et ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe. Donc regardons ce que ça donne en langage mathématique. Pour une chute sans vitesse initiale, cela se traduit aujourd'hui par la valeur de la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de chute. Donc la vitesse, v, c'est un facteur de proportionnalité petit g fois la durée de la chute qu'on note delta t. La vitesse que prend un objet qui est en chute libre, c'est un facteur de proportionnalité petit g, et on multiplie ça par la durée de chute. Donc si au départ on vient juste de lâcher l'objet et on se demande la vitesse qu'a l'objet juste après l'avoir lâché, donc après une durée de 0 secondes, et ben on voit que v ce sera quelque chose fois 0, donc du coup la vitesse sera nulle au départ. Mais on voit que plus on attend, plus la durée de chute est longue, plus on attend longtemps après qu'on ait lâché l'objet, plus celui-ci va aller vite. C'est assez logique. Un objet qui est en train de tomber, qui est en chute libre, va de plus en plus vite au fur et à mesure du temps. À l'époque de Galilée, il était impossible de réaliser des chutes dans le vide pour vérifier cette relation qui montre en outre que la vitesse ne dépend pas de la masse du système. Donc en fait, ici, on vous dit que à l'époque de Galilée, on ne pouvait pas faire des chutes libres. On ne pouvait pas lâcher un objet et qu'il soit soumis que à la gravité. Parce que le problème, c'est que lorsque l'objet tombe, en fait, il va y avoir les frottements de l'air qui vont le ralentir dans sa chute. Et ça, à l'époque de Galilée, on ne pouvait pas l'enlever. On ne pouvait pas enlever l'air. Aujourd'hui, on peut. On peut faire des compartiments isolés, comme ça, une sorte de pièce isolée, dans lequel on peut enlever tout l'air, et à l'intérieur, on peut faire des expériences de chute libre. On lâche des objets à l'intérieur dans lesquels on a enlevé tout l'air. Plusieurs siècles ont été nécessaires pour en obtenir la preuve expérimentale. C'est lors d'une mission Apollo sur la Lune que des astronautes ont pu observer qu'une plume et un marteau tombaient à la même vitesse. D'ailleurs, c'est la première expérience qui a eu lieu lorsque les astronautes sont allés sur la Lune pour la première fois. C'est qu'ils ont voulu vérifier cette expérience-là. Ils ont pris une plume, ils ont pris un marteau, ils ont lâché les deux. Ça permettait de faire une expérience en chute libre sans qu'il y ait d'air, sans frottement d'air, parce que sur la Lune, il n'y a pas d'air. Et on a vu, et ça c'était la première fois qu'on le voyait expérimentalement, que les deux objets sont tombés exactement en même temps sur le sol. Et ça montre qu'en fait, la vitesse des objets ne dépend pas de leur masse. Un objet, même s'il est plus lourd, il ne tombe pas plus vite qu'un objet léger, à partir du moment où il n'y a pas de frottement d'air, bien sûr. Okay, document 3, complément scientifique.
C'est lors d'une chute libre sans vitesse initiale, la distance parcourue est liée à la durée par la relation. Donc la distance parcourue par un objet, c'est ce facteur de proportionnalité petit g, le même que là, hein, fois la durée de chute au carré, attention, divisé par 2. Ça permet de savoir quelle est la distance qu'a parcouru l'objet en un temps donné. Par exemple, si on veut savoir, si je prends mon objet, que je le lâche et que j'attends 2 secondes et que je veux savoir quelle distance il a parcouru, eh ben, je remplace g par sa valeur. Alors g, il est indiqué ici, c'est 9,81. Hein. Delta t, je le remplace par 2 secondes, puisque je veux savoir quelle distance il a parcouru par 2 secondes. Je calcule cette relation et ça me dira exactement la distance parcourue par l'objet. On va appliquer cette formule tout à l'heure. Et la contraposée du principe d'inertie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, lorsque le vecteur vitesse d'un système varie, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. En quoi est-ce que la contraposée du principe d'inertie est liée au principe d'inertie? Le principe d'inertie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si les forces qui s'exercent sur un objet se compensent, alors cet objet est soit immobile, soit est en mouvement rectiligne uniforme. Et la contraposée du principe d'inertie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, si un objet n'est pas immobile, si sa vitesse varie, alors ça veut dire que la somme des forces qui s'exercent sur lui, ou les forces qui s'exercent sur lui, ne se compensent pas. Ok, vous voyez, la contraposée du principe d'inertie, c'est un peu l'opposé du principe d'inertie. Okay. Et ensuite, vous avez un tableau de valeurs qui est en fait la position d'un objet qui est en train de tomber au cours du temps. Okay. Question 1, donc donnée, on vous dit que G, donc la valeur de G c'est 9,81 mètres secondes moins 2, et on vous dit qu'un système est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement d'air. Document 1, recopier le tableau du document 4 et compléter les 2 lignes vides. Et bien, on y va. Question 1, donc là j'ai reproduit le tableau, hein, on a les positions en haut, M0, M1, M2, M3, le temps de chute en dessous, qui est le même ici, et on va d'abord s'intéresser à la dernière ligne, donc celle de la vitesse. Pour calculer la vitesse, j'ai simplement appliqué cette formule-là, V égale G fois delta T. G, je l'ai remplacé par 9,81, et delta T, je l'ai remplacé d'abord par 0, donc ça fait V égale 9,81 fois 0, ça m'a donné 0. Ensuite, pour le deuxième, j'ai remplacé delta T par 0,04, et j'ai trouvé 0,39 mètres par seconde. Ça veut dire que l'objet, au bout de 0,04 secondes, il aura de chute libre, hein, donc si je le tiens, que je le lâche et que j'attends 0,04 secondes, et bien il atteindra alors une vitesse de 0,39 mètres par seconde. Ensuite, si j'attends 0,08 secondes, il obtiendra une vitesse de 0,78 mètres par seconde, toujours en appliquant la même formule, etc. etc. Et on voit qu'au bout de 0,24 secondes, il atteint une vitesse de 2,35 mètres par seconde. Okay. Et comme ça, je remplis la dernière ligne. Ensuite, l'avant-dernière ligne, donc la ligne de la distance, pour la calculer, j'ai utilisé cette formule-là, celle du document 3. D égale G, donc 9,81, fois la durée au carré divisé par 2. Et j'ai fait la même chose. J'ai pris cette formule-là, j'ai remplacé delta T ici dans la formule, j'ai tapé ça à la calculatrice et j'ai vu qu'au bout de 0,04 secondes, mon objet il aurait parcouru 0,0078 mètres, autrement dit 0,78 cm. Ok. Pareil, au bout de 0,08 secondes, je fais le calcul et j'obtiens qu'il a parcouru 0,0312 mètres. Okay. Donc, autrement dit, 3,12 cm, etc., etc. Et je vois que au bout de 0,24 secondes, mon objet a parcouru 0,282 mètres, autrement dit 28,2 cm. Okay. Donc il parcourt une distance de plus en plus grande au fur et à mesure, c'est normal, il est en train de tomber. Ok. Donc ça c'était la question 1. Question 2. Question 2. Sur une grande feuille de papier prise au format portrait, donc portrait c'est prise au format vertical on va dire, hein. Représentez en haut de la feuille le point M0, représentez ensuite tous les points allant de M1 à M6 à taille réelle, identifiez le haut et le bas de la feuille. Donc faisons cela. Alors on va le faire étape par étape. La première chose à faire lorsqu'on veut tracer justement un objet, lorsqu'on fait de la mécanique et qu'on veut tracer le mouvement d'un objet, c'est de définir un axe, comme sur un graphique en mathématiques, pour dire le haut est en haut, le bas est en bas. Donc vous voyez là ma flèche, elle montre bien que le haut, il est situé en haut de la feuille. Okay. Ensuite cet axe,
eh bien il faut le graduer pour savoir où est-ce que se trouve chacune des positions. Donc 0 cm, je l'ai mis en haut, et ensuite je descends 5 cm, 10 cm, 15, 20, 25 cm. Donc là, on voit que on a notre origine ici, et que plus on va vers le bas, plus la distance parcourue par rapport à l'origine est grande. Okay, j'aurais pu être mathématiquement plus précis en mettant un moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Mais ici, comme ce qui nous intéresse, c'est la distance parcourue par l'objet, j'ai laissé ça positif. Ok. Ensuite, on peut placer notre première position, M0, qui se trouve à, pour rappel, 0 mètre, donc 0 cm. Donc j'ai mis 0 cm, j'ai mis des petits pointillés, tac, 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 pour définir mon point M0 qui se situe au départ. Ensuite, mon deuxième point, M1, il est à 0,78 cm, si je fais la correction. 0,78. Donc là, pareil, je trouve où est-ce qu'il y a 0,78 cm sur ma feuille, je mets des petits pointillés et je place mon point M1. Ensuite, pour M2, j'ai la position à 3,12 cm. Pareil, je mets 3,12, des petits pointillés, je place M2, etc., etc. Je place comme ça tous mes points jusqu'à M6. Ok. Donc là, j'ai placé tous mes points. D'accord? Comme ça qu'on fait, il suffit de mesurer avec une règle sur une feuille. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, donc ça c'était la question 2. Question 3. Construire les vecteurs vitesse V4 et V5 du système en respectant l'échelle suivante, 1 cm égale 0,3 mètres par seconde. Donc pour la question 4, il faut regarder les vitesses. Donc M4, on a 1,57 mètres par seconde, donc la vitesse V4 c'est 1,57 mètres par seconde, et la vitesse V5 c'est 1,96 mètres par seconde. Okay, on est bien au point M4 et M5. Pour les tracer, il va falloir utiliser l'échelle suivante. 1 cm correspond à 0,3 mètres par seconde. Donc nous allons du coup utiliser un tableau pour effectuer une conversion en utilisant l'échelle qui nous est donnée dans l'énoncé. Donc pour faire ce tableau et trouver la taille des vecteurs, il va falloir faire deux colonnes. Une colonne qui correspond à la vitesse réelle et une colonne qui correspond à la taille sur la feuille. Je rappelle, la première ligne de notre tableau, il faut toujours qu'on puisse remplir les deux côtés. Pour pouvoir remplir les deux côtés, il faut utiliser dans ce cas-là l'échelle. On a 1 cm sur la feuille, correspond à 0,3 mètres par seconde dans la réalité. Ensuite, on va placer les vitesses réelles de nos deux points. Donc au point 4, on a 1,57 mètres par seconde que je mets ici. Et je veux savoir quelle taille sur la feuille ça correspond. Donc je vais faire 1,57 fois 1 divisé par 0,3, produit en croix, et j'obtiens 5,23 cm. Pareil, si je regarde en M5, la vitesse au point 5, c'est 1,96 mètres par seconde. Donc je mets 1,96 mètres par seconde, je fais ça fois 1 divisé par 0,3 et j'obtiens 6,53 cm. Ça veut dire que le vecteur V4, la vitesse V4 va être représentée par une flèche de 5,23 cm et au point 5, V5, ça va être une flèche de 6,53 cm. Ok? Et donc du coup, sur notre schéma, on va pouvoir représenter au point 4 le vecteur V4 dirigé vers le bas, parce que l'objet est en train de descendre, il va vers le bas, il tombe. Et cette flèche, elle fait bien 5,23 cm. Et pareil, au point M5, je fais une flèche qui fait 6,53 cm, qui part de M5, et qui s'appelle V5. Okay, c'est la vitesse au point 5. Okay, ça, c'était la question 4. Il y a un petit problème, c'est marqué question 3, mais c'est la question 4. Ensuite, question 4. Comment a évolué le vecteur vitesse entre ces deux positions? Comment qualifie-t-on le mouvement du système dans ce cas? Donc on observe que le vecteur vitesse a vu sa norme augmenter. Il est de plus en plus grand. Vous voyez que la flèche là, elle est plus grande que celle-ci. Donc la vitesse augmente. On dit alors que le système est en mouvement rectiligne, parce qu'il va bien tout droit, rectiligne, et puis accéléré, puisque la vitesse augmente au fur et à mesure. Question 5. Que peut-on conclure quant à la présence ou non de forces qui s'exercent sur l'objet? D'après le document 3, si le vecteur vitesse varie, cela signifie que les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas. Ça, c'est la contraposée du principe d'inertie qui nous dit. Si le vecteur vitesse varie, ça veut dire s'il augmente ou s'il diminue, alors les forces qui s'exercent ne se compensent pas. Ici, c'est le cas. En effet, le vecteur vitesse varie dans notre cas. Donc le système est soumis à des forces qui ne se compensent pas. Okay, il y a des forces qui s'exercent sur notre objet et ces forces ne se compensent pas.
Ça, c'est la réponse à la question 5. Question 6. Quelle est cette force qui s'exerce sur notre objet? La représenter sans souci d'échelle à côté des positions M4 et M5. Donc cette force qui s'exerce, c'est simplement la gravité. C'est la gravité parce que notre objet est en chute libre, il est soumis uniquement à son poids. Et le poids, c'est la force gravitationnelle que exerce la Terre sur lui. Donc pour représenter la gravité, la force de gravité, on peut simplement, c'est comme ça qu'on fait souvent en physique, on la représente par un vecteur à côté, qu'on note petit g avec le petit signe vecteur à côté. Ça veut dire que la gravitation s'exerce sur notre objet et qu'elle est dirigée vers le bas. Ok ? Question 7 et dernière question. La variation du vecteur vitesse est-elle en accord avec la contraposée du principe d'inertie? La réponse est oui. La variation du vecteur vitesse met en évidence qu'il y a une force qui s'exerce sur le système et qui n'est pas compensée, et en l'occurrence, cette force, c'est bien la gravité. Étant donné qu'il n'y a que la gravité qui s'exerce sur notre objet, c'était sûr que notre objet, il allait être en mouvement rectiligne accéléré, puisque la gravité n'est pas compensée par une autre force. Si maintenant on tenait notre objet dans la main, imaginons qu'il est notre main posée comme ceci, et bien notre main, elle exerce une force sur l'objet qui va vers le haut, qui s'oppose à la gravité. Donc du coup, si on tient notre objet dans notre main, il y a la gravité qui va vers le bas, il y a notre main qui exerce une force qui va vers le haut, c'est la réaction du support, et donc du coup, ces deux forces, comme elles se compensent parfaitement, et ben ça veut dire que notre objet, il est immobile, il n'est pas en mouvement accéléré. Ok ? Voilà, ça conclut pour cette petite activité. On se retrouvera sûrement très bientôt pour un prochain cours, je vous tiendrai au courant. Je vous souhaite du coup une bonne semaine.